Mon mari était un plongeur expérimenté, plein de sang-froid, aventureux et toujours patient. Il donnait des leçons de plongée aux débutants. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je n'étais pas très douée dans ce domaine, mais j'adorais l'accompagner et être là pour lui fournir mon assistance. Ce qu'il préférait faire, c'était de la plongée spéléologique. Pendant qu'il s'adonnait à sa passion, je restais tranquillement à la surface à profiter de la nature environnante, tout en gardant un œil sur ses explorations. Une fois de retour à la surface, on visionnait les enregistrements ensemble. Je dois avouer qu'on passait vraiment des bons moments. Il était très minutieux avec son travail. Et il prenait soin d'investir dans des matériaux innovants et sécurisés. Et c'est grâce à ce matériel que j'ai pu rester en contact avec lui dans ces derniers moments. Mon mari est mort il y a 5 ans de cela, au fond d'une des plus grandes grottes en République tchèque. Il est décédé lors de sa 3e plongée pour récupérer le corps d'une personne disparue plusieurs années auparavant. Mais ce qu'il m'a dit avant sa disparition me hante chaque jour depuis. Communiquer avec quelqu'un sous l'eau n'est pas la chose la plus facile, ni la moins coûteuse du monde. Tout particulièrement lorsqu'on s'attaque à l'une des grottes sous-marines les plus profondes du monde. Et c'est pour cela que la plupart des plongeurs limitent leur communication à des signes de main. Ce n'était pas une option pour nous, étant donné que je ne plongeais pas avec lui. Au lieu de ça, je surveillais son rythme cardiaque et on communiquait à travers ce que l'on pourrait appeler une radio, si ce n'est qu'elle transmettait des ondes sonores au lieu d'ondes radio. Le résultat était similaire, même si la qualité sonore n'était pas la meilleure. Lors de sa descente, il mettait en place une série de relais qui amplifiait le son pour s'assurer que nous ne perdions pas contact l'un avec l'autre. Dans le monde de la plongée, il existe une règle informelle qui dit que si l'on voit un autre plongeur en danger, on doit forcément l'aider. Et que s'il n'est pas possible de le faire car il est déjà mort, il faut faire tout son possible pour amener son corps à la maison. 2 semaines avant la mort de Walter, alors qu'il explorait cette grotte pour la première fois, j'ai entendu la voix calme de mon mari s'élever à travers les haut-parleurs de la radio. « Il y a un corps », avait-il dit à travers le grésillement. Je me souviens que j'avais ressenti une boule dans la gorge en entendant ces mots. Ce n'était pas à proprement parler parce que j'avais peur pour Walter, mais c'était la raison pour laquelle je ne l'accompagnais jamais dans ces grottes. J'avais peur de ces tunnels étroits et sombres, mais aussi des rochers aiguisés qui pouvaient à tout moment arracher les équipements. La peur que je ressentais était pour l'autre plongeur. Il avait dû mourir seul, désorienté, et parfaitement conscient qu'il n'avait aucune chance de survivre. C'était ça le plus effrayant, de savoir qu'il ne restait plus beaucoup d'oxygène pour faire le chemin retour. Walter m'avait expliqué que le corps était coincé à un mur de la grotte. Il n'arrivait pas exactement à voir par quoi, mais tirer le corps ou le pousser ne permettait pas de le libérer. Selon lui, ça devait être le corps de Miloslav Novak, un plongeur qui avait disparu en explorant l'endroit 12 ans auparavant. Même s'il ne devait plus rester grand-chose de lui, Walter voulait à tout prix récupérer son corps. Malheureusement, il était déjà temps pour lui de commencer sa décompression et remonter à la surface. Alors, il a déposé un marqueur orange sur sa position et a décidé de revenir plus tard pour ne pas prendre de risques. Sans y manquer, 1 semaine après ça et équipé d'un système d'éclairage léger et d'une corde, il avait replongé dans l'eau sombre pour essayer de libérer son confrère. Seulement cette fois-là, il n'a pas réussi à retrouver son marqueur. Walter était dépité de revenir bredouille à la surface. Il avait réétudié la carte de la grotte, convaincu d'avoir loupé quelque chose. Après tout, il avait peut-être bifurqué au mauvais endroit. Il faisait extrêmement sombre et il pensait qu'il était allé plus loin qu'il ne le fallait. Malgré ma réticence, il a voulu essayer de plonger une 3e fois. Ça ne me dérangeait pas vraiment qu'il réessaye, mais je dois avouer que j'avais hâte de rentrer à la maison. Cependant, Walter n'en démordait pas, et j'ai fini par accepter. Et voici comment mon mari, Walter Sinclair, a débuté sa dernière plongée. Tout se déroulait bien au début. Il progressait avec une certaine aisance. Il avait prévu de l'oxygène en plus par précaution, et tout ce dont il avait besoin pour libérer le corps. Cela a pris environ 1 heure avant qu'il ne voie quelque chose. À travers la radio, je l'ai entendu dire « Mon marqueur est là. Il doit pas être loin. » Il avait l'air optimiste. Je me suis laissé bercer par le son de sa respiration rythmique, en espérant me distraire des pensées de ces sombres crevasses et de tous les corps qui devaient s'y cacher. J'essayais de me retirer de la tête l'image de Walter posant ses mains sur le corps en décomposition, et très probablement liquéfié de Miloslav. Pour cela, j'essayais d'imaginer le bonheur qu'allaient ressentir les parents de ce pauvre homme, en sachant qu'il avait enfin été récupéré. Mais ces images se sont vite envolées lorsque le rythme cardiaque de Walter s'est soudainement accéléré. « Est-ce que tout va bien là-dessous ?» ai-je demandé. Après quelques secondes, Walter m'a répondu,
Je vais bien. Je l'ai trouvé. Il m'a fait peur. En effet, je pouvais imaginer que voir une énorme masse flotter dans la pénombre pouvait facilement surprendre quelqu'un. Mais même après le choc initial, son rythme cardiaque restait élevé. Il est toujours bloqué. J'essaye de... Il n'avait pas fini sa phrase, mais c'était évident qu'il luttait pour libérer la dépouille. J'attendais impatiemment au bord de l'eau en faisant les 100 pas. Je ne voulais rien dire pour ne pas le distraire. Sous l'eau, et surtout sous une telle profondeur, chaque mouvement requiert beaucoup d'efforts physiques. J'avais tendance à comparer ça à l'intense appel de la gravité. Il existe réellement une force là-dessous, qui certes ne vous tire pas vers le bas, mais qui a son propre poids qui donne l'impression d'être écrasé comme le ferait un poing se refermant sur une mouche. Les battements de cœur de Walter avaient accéléré de nouveau. Je crois qu'il a bougé. J'aurais dû me douter au ton horrifié de sa voix qu'il ne s'agissait pas d'une bonne chose. Je pensais que ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il avait réussi à le libérer. Mais alors que son rythme cardiaque continuait son ascension, toute mon appréhension a refait son apparition. « Walter, est-ce que ça va ?» Il a bougé. J'ai directement pensé que le manque d'oxygène lui montait à la tête. Ça arrivait, même aux plongeurs les plus expérimentés, même à ceux entraînés à reconnaître les signes précurseurs. C'est une chose de savoir que l'on peut être désorienté, mais le vivre en est une autre. Walter recommençait à paniquer, et tout ce que j'arrivais à me dire, c'est qu'il était en train de succomber à cause de l'hypoxie. Walter, mon Walter qui était toujours si prudent, et qui était là-dessous uniquement parce qu'il se sentait obligé de respecter son confrère, se retrouvait à son tour en danger. J'essayais de le calmer et de lui demander de remonter, même si j'avais moi-même peur qu'il soit déjà trop tard. La décompression pouvait prendre des heures, et vu l'état dans lequel il se trouvait, je doutais qu'il en ait le temps. Comme je le disais tout à l'heure, dans ces moments-là, on sait. Walter avait ensuite commencé à crier. C'était un mix entre des hurlements et des plaintes. « Laisse-moi partir !»« Oh non ! Il m'a attrapé ! À l'aide !» Je sanglotais, impuissante. Et alors que son cœur battait si fort qu'il frôlait l'infarctus, j'essayais de le guider du mieux que je pouvais. Je lui criais de changer sa bonbonne d'oxygène, de suivre la corde et de revenir vers moi. Mais c'est comme s'il ne m'entendait plus. C'était trop tard pour lui, et de façon si rapide. Soudainement, les battements de cœur ont commencé à s'apaiser de nouveau. « Walter ?» avais-je réussi à prononcer entre deux sanglots. Il n'avait pas répondu. Il était inconscient. Sa respiration devenait profonde et irrégulière. Tout ce que j'ai pu faire, c'était de l'écouter, en lui disant à quel point je l'aimais et que j'étais fière de lui. Puis, je lui ai chanté une chanson. Pourtant, je savais qu'il ne m'entendait déjà plus. Mais j'ai continué comme on le ferait avec un patient plongé dans le coma. Éventuellement, son cœur et sa respiration se sont tous deux arrêtés. J'ai passé les 5 années suivantes à me convaincre qu'il était mort d'hypoxie, seul dans cette grotte, et sans aucune chance que je puisse le récupérer un jour. Depuis, je donne des cours de sécurité pour la plongée, et j'insiste sur comment reconnaître les signes précurseurs de l'hypoxie, sur soi-même, mais aussi sur les autres. Je fais en sorte de bien faire comprendre l'importance de suivre les protocoles mis en place pour une sécurité optimale. Et je finis toujours par leur dire que même si tout est fait correctement, cela n'empêche pas les tragédies. Je ne fais pas ça pour effrayer les gens de vivre leur passion. Walter n'aurait pas voulu ça. Je veux simplement que ce qui est arrivé à mon mari ne se reproduise plus. Il y a quelques jours de cela, un plongeur a réussi à récupérer ce qu'il restait du corps de Walter. Je me trompais quand je pensais que les parents de Miloslav auraient été soulagés et reconnaissants de récupérer leur fils. Car tout ce que j'ai ressenti, c'est un énorme sentiment de vide. Cela m'a retiré tout espoir. Bêtement, j'avais continué à espérer qu'il s'en était miraculeusement sorti, et que la seule raison pour laquelle il ne m'avait pas encore contacté, c'était parce qu'il souffrait d'amnésie. Et c'est ce qui m'avait permis de tenir toutes ces années. Et puis, j'ai vu la vidéo de sa caméra. Contrairement au corps de Walter, elle avait survécu. Et la carte SD à l'intérieur était presque intacte. Je dois avouer que j'ai longtemps hésité à la regarder, mais c'était plus fort que moi. J'y ai vu la noirceur, les mains de Walter battant l'eau, les murs de la grotte et le marqueur orange qu'il avait laissé. Et puis, sa tête s'est brusquement retournée et j'ai pu distinguer le corps de l'autre plongeur flotter au-dessus de lui, probablement emporté par le courant. Mais ce n'est pas ce qui m'a choqué. J'ai ensuite regardé Walter nager dans sa direction et tandis qu'il essayait d'attraper son matériel, j'ai clairement vu le bras de Miloslav qui flottait sans vie quelques minutes auparavant, le tirer vers lui d'un grand coup sec qui a fait s'éteindre la caméra.